la planète Terre risque d'être poussée en dehors du système au sein duquel elle oscille depuis 1 200 000 années, dans un écart de température assez restreint, qui détermine les périodes glaciaires et interglaciaires, et de s'installer durablement, c'est-à-dire durablement à l'échelle géologique des temps, dans ce que les spécialistes appellent une planète étuve. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est certainement la fin d'un monde, et ce serait une transformation plus que catastrophique, je dirais cataclysmique ou apocalyptique. En tout cas, c'est une planète qui ne peut pas supporter 7 ou 8 milliards d'êtres humains, ça c'est absolument certain, et qui s'accompagnerait d'une dégradation très très substantielle des conditions d'existence des autres vivants. Cette situation peut débuter par un engrenage de ce qu'on appelle les rétroactions positives du changement climatique, qui veut dire tout simplement les effets boule de neige du réchauffement qui engendrent d'autres réchauffements. La fonte du permafrost est un exemple typique de rétroaction positive du changement climatique. Le problème est que cet engrenage de rétroaction, selon une étude récente publiée par des scientifiques américains dans les Proceedings of National Academy of Science des États-Unis, selon cette équipe de scientifiques, cet engrenage pourrait se mettre en route pour un réchauffement aussi minime que 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est là qu'on en est. C'est là qu'on en est. Pour rappel, les plans climat des gouvernements nationaux, adoptés dans le sillage de la COP 21 à Paris, nous mettent sur la voie d'un réchauffement de 2,7 à 3,7 degrés d'ici la fin du siècle, c'est-à-dire la catastrophe. Pour rappel aussi, mais il n'est pas sûr que beaucoup de monde le sache, selon les glaciologues, la fourchette de température à partir de laquelle la dislocation de la calotte glaciaire du Groenland commencerait se situe entre plus 1 et plus 4 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Ça signifie que nous sommes déjà dans la fourchette de dangerosité, puisque nous sommes tout juste à 1 degré Celsius en plus de la température du XVIIIe siècle environ. Alors, à la COP 21 à Paris, les gouvernements du monde ont adopté un objectif: limiter le réchauffement bien au-dessous de 2 degrés Celsius par rapport au XVIIIe siècle, tout en continuant les efforts pour ne pas dépasser 1,5 degré. Est-ce qu'on peut y arriver? Je suis incapable de répondre à cette question et je pense que personne ne peut y répondre, pour la simple raison que nous sommes littéralement aujourd'hui sur le fil du rasoir. Sur le fil du rasoir, pourquoi? Parce que vous savez que le basculement climatique est déterminé par 2 paramètres. D'une part, ce qu'on appelle le budget carbone, c'est-à-dire la quantité de carbone que l'humanité peut encore envoyer dans l'atmosphère en ayant une probabilité X de ne pas entraîner un réchauffement de Y degrés, et d'autre part, l'effet des rétroactions positives. Pour mesurer ce qui est encore faisable, il faut donc prendre le budget carbone et en déduire l'impact des rétroactions positives. Alors, selon qu'on prend les estimations optimistes pour le budget carbone et les estimations minimales pour les rétroactions, on pourrait encore brûler des combustibles fossiles pendant 15 ans, 20 ans peut-être. Mais si on prend l'hypothèse négative d'un budget carbone minimal et d'un effet maximal des rétroactions, il y a 8 ans qu'on aurait dû arrêter de brûler des combustibles fossiles. Voilà exactement où nous en sommes. Alors cette formule de l'accord de Paris, rester bien au-dessous de 2 degrés tout en continuant les efforts pour ne pas dépasser 1,5 degré, elle est ambiguë. Ça saute aux yeux comme un coup de pied au derrière. Quel est l'objectif, 2 degrés ou 1,5 degré? En fait, ceux et celles qui ont rédigé ce texte ne sont pas des ignorants. Ils étaient parfaitement au courant de la gravité de la situation, mais ils n'ont pas voulu être trop explicites. En fait, derrière la formule bizarre, il y a 2 constats qui débouchent sur une stratégie. Le premier constat, c'est, pour le dire vulgairement, merde, le changement climatique, c'est vraiment vrai, c'est vraiment grave, c'est vraiment plus grave qu'on nous l'a dit,
et ça progresse beaucoup plus vite que nous ne l'avions pensé et que les modèles du climat le disaient. Donc, 2 degrés qui était l'objectif dont tout le monde parlait, mais qui n'avait jamais été adopté officiellement par personne et qui ne reposait sur aucun diagnostic scientifique, un objectif qui venait de la tête d'un économiste néolibéral, 2 degrés, c'est trop dangereux. Donc, les rédacteurs de l'accord de Paris ont sagement opté pour 1 degré maximum, 1,5 degré maximum. C'est le premier constat. Très bien, bonne décision. Le deuxième constat, c'est, encore une fois vulgairement, merde, on n'y arrivera pas. C'est pas possible. Pour y arriver, on aurait dû s'y prendre en 1992, dès le sommet de la Terre de Rio, quand on a adopté la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, dont l'objectif était éviter une perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Et on ne l'a pas fait. Pendant un quart de siècle, on s'est baladé de Cancun à Kyoto, de Lima à Paris, de Paris à Copenhague, avec des sommets intermédiaires à Bangkok, à Bonn, tout ce que vous voulez. On s'est bien amusé, on a dépensé beaucoup de carbone en trajet aérien, mais on n'a pratiquement rien décidé à part les peanuts du protocole de Kyoto. Et maintenant, nous nous trouvons au bord du ravin, peut-être même que nous avons déjà les 2 pieds dans la pente du ravin, peut-être sommes-nous déjà en train de glisser vers le grand gouffre noir qui se trouve au fond. Donc, pour s'en sortir, il faudrait prendre des mesures radicales, très radicales, tout de suite, avec une planification mondiale pour sortir de l'usage des combustibles fossiles de toute urgence et pour abandonner l'agrobusiness industriel au profit d'une agriculture paysanne de proximité, parce que ça, c'est un moyen privilégié de retirer beaucoup de CO2 de l'atmosphère pour le fixer dans les sols. Le problème, par rapport à cette décision de bon sens qui aurait dû être prise, c'est que pour faire ça, il faut marcher sur les pieds des capitalistes du secteur fossile. 4/5 des réserves de combustibles fossiles doivent rester dans le sol, au moins 4/5, et tout le secteur énergétique qui représente 25% du PIB global doit être démantelé pour être remplacé par un système énergétique décentralisé, adapté aux renouvelables. Donc des centaines de centrales électriques au charbon, au fioul, au gaz, comme on en construit encore tous les jours, doivent être mises à la ferraille avant amortissement. Et des centaines de milliers de kilomètres d'oléoducs, de gazoducs, de lignes électriques à haute tension doivent être jetés à la poubelle. Et des raffineries et des terminaux gaziers et pétroliers. Bref, une destruction de capital immense. Et le réflexe de ceux qui nous dirigent, ou plutôt de ceux dont ils sont les représentants politiques, c'est de dire on ne va tout de même pas détruire de capital pour sauver la planète. Ce n'est pas dans le logiciel du système. Donc les 2 constats ont débouché sur une stratégie. Cette stratégie était dissimulée lors de l'accord de Paris à la COP 21, mais elle est aujourd'hui tout à fait explicite dans toutes les publications scientifiques, y compris dans le rapport du GIEC sur les 1,5 degrés. Cette stratégie, c'est ce qu'on appelle le dépassement temporaire du seuil de dangerosité, c'est-à-dire que dans les années 30 ou 40 de ce siècle, la limite des 1,5 degrés sera franchie, suivi par un refroidissement de la planète dans la deuxième moitié du siècle grâce aux technologies à émissions négatives, c'est comme ça qu'on les appelle, et aux technologies de géo-ingénierie. Pour véritablement se pénétrer de ce que veut dire cette stratégie, je ferai une comparaison. Imaginez que vous travaillez dans une usine d'explosifs, qu'un incendie se déclenche, qu'un court-circuit bloque l'ouverture des portes, et que la direction dit on n'appelle pas les pompiers tout de suite, parce que les dégâts ne sont pas encore assez importants, on n'est pas sûr que l'assurance va les couvrir. C'est en fait exactement ça. La stratégie qui a été décidée par ceux qui nous dirigent, ou qu'ils vont essayer de confirmer lors de la COP prochaine à Katowice, en Pologne. C'est ça la stratégie du dépassement temporaire, avec refroidissement ultérieur grâce aux technologies à émissions négatives. Et encore, il y a une différence avec la comparaison de l'usine d'explosifs et des pompiers, à savoir que les pompiers, on connaît leur technique et on sait qu'elles sont efficientes. Ils cassent parfois tout pour éteindre l'incendie, mais ils éteignent l'incendie.
Tandis que les technologies à émissions négatives et la géo-ingénierie, personne ne sait exactement dans quelle mesure elles vont permettre de retirer du carbone excédentaire dans l'atmosphère, dans quelle mesure elles auront des effets négatifs non maîtrisés, etc. C'est l'inconnu sur toute la ligne. La plus mature, comme on dit dans la littérature de ces technologies, c'est ce qu'on appelle la bioénergie avec capture et séquestration du carbone. Le principe est extrêmement simple. On remplace les combustibles fossiles par de la biomasse qu'on brûle dans les installations de combustion. La biomasse, en poussant, absorbe du CO2 de l'atmosphère, vous connaissez ça, c'est la photosynthèse. Et le CO2 dégagé à la combustion, on le capte, on le comprime et on l'enfonce, on le stocke dans les profondeurs géologiques du globe. Il y a deux problèmes avec ce scénario. Le premier problème, c'est le problème des superficies nécessaires. Si on veut avoir un impact significatif sur la concentration atmosphérique en CO2, il faut des superficies considérables plantées en biomasse. Il y a des estimations de cela. Certains chercheurs disent qu'il faudrait l'équivalent de 15 à 20% de la superficie cultivée aujourd'hui pour que la bioénergie avec capture cultivée pour l'alimentation, pour que la bioénergie avec capture et séquestration ait un impact significatif en termes de refroidissement. Alors il y a deux possibilités. Ou bien ces 15 à 20%, on les prend sur la superficie cultivée, et alors il y a un gros problème avec l'alimentation de la population mondiale, ou bien on les prend sur les superficies non cultivées, et alors il y a un gros problème avec la biodiversité, parce qu'il ne s'agit pas de planter des forêts, il s'agit de plantations industrielles d'arbres, des eucalyptus ou des buissons comme les miscanthus, c'est-à-dire des déserts verts. Ça, c'est la bioénergie, et c'est le premier problème qu'elle pose. Le deuxième problème, c'est évidemment la fiabilité de la séquestration géologique du carbone. Qui nous garantit que ce foutu CO2 enfoncé dans le globe ne va pas ressurgir en masse à un moment donné? Le risque est d'autant plus réel qu'il y a déjà des prototypes qui existent et qu'on sait que la séquestration géologique du carbone en tant que telle peut provoquer des tremblements de terre. Des micro-tremblements de terre, certes, mais des tremblements de terre susceptibles d'ouvrir des failles permettant au CO2 de s'échapper. Alors pour vous dire à quel point de délire on en est dans certaines réflexions de certains scientifiques, il y en a qui ont découvert qu'en Islande, il y a une variété de basalte géologiquement très neuve dans laquelle on peut minéraliser pour un long temps d'énormes quantités de CO2. Ça, ce serait la solution. Le problème, c'est comment amener le CO2 produit dans le monde entier en Islande. Parce qu'il n'y a pas d'autre site que l'Islande pour faire cette opération, du moins on n'en connaît pas jusqu'à présent. Voilà ce que sont ces technologies à émissions négatives, et voilà la logique du système dans laquelle on essaye de nous entraîner. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Pourquoi constate-t-on de telles absurdités du raisonnement? Pourquoi ne réduit-on pas radicalement la production, les émissions? Pourquoi penser qu'il faut encore des technologies à émissions négatives et qu'il est inévitable de dépasser le seuil de dangerosité? Parce que l'ensemble du monde dans lequel nous vivons, y compris la recherche scientifique, y compris les rapports du GIEC, sont dominés par le dogme capitaliste qu'il faut produire pour le profit dans la concurrence entre producteurs rivaux, ce qui entraîne inévitablement une spirale de croissance illimitée. Et ce que je vous dis là n'est pas de la propagande d'un éco-marxiste plus ou moins illuminé. Ça figure noir sur blanc, quoique je sois un éco-marxiste plus ou moins illuminé, soyons clairs dès le début. Mais ça figure noir sur blanc dans le 5e rapport d'évaluation du GIEC, pas le rapport sur le degré et demi, le rapport traditionnel, le précédent. Il fait marquer là, dans le rapport intégral, uniquement en anglais, que les modèles climatiques présupposent des marchés qui fonctionnent pleinement et des comportements de marché concurrentiels. Alors, à partir de là, évidemment, il est exclu de penser à des alternatives qui sortent du marché. Et à partir de là, la dynamique de croissance, qui est la dynamique productiviste, qui est la cause fondamentale du changement climatique, on ne parvient pas véritablement à la juguler. Et ça se traduit dans les analyses qui sont faites par des scientifiques et qui ont servi de base au rapport du GIEC sur le degré et demi.
Je vous donne un exemple. Il y a une équipe de scientifiques brillants qui a réalisé une publication sur le thème du maximorum de réduction d'émissions qui serait possible d'ici 2050 pour essayer de respecter le 1,5 degré sans recourir aux technologies à émissions négatives. Bel effort. Leur méthode, c'est la suivante. Ils prennent les possibilités extrêmement improbables, celles que seule une minorité de chercheurs considère comme encore réalisables. Ils les appliquent aux différents secteurs d'activité de la société. Ils estiment pour chaque cas la quantité d'émissions, ou disons la quantité d'émissions auxquelles ça correspondra. Ils font la somme de tout ça et comparent au budget carbone. Alors il y a des perles là-dedans, mais carrément cocasses, je vais vous faire rire, enfin j'espère. Ils prennent par exemple la question du transport de fret, du transport terrestre de marchandises. Et ils écrivent littéralement, je peux vous donner la référence, il faudrait électrifier ce secteur, mais ça va être très difficile. Mais il y a tout de même un espoir qu'on va y parvenir parce que les progrès technologiques dans la mise au point de batteries pour camions sont très rapides. Non mais on rêve quoi. Moi j'ai eu envie d'écrire au gars en question, mais vous ne connaissez pas la technologie qui s'appelle chemin de fer. Donc ils sont tellement embrigadés dans l'idéologie néolibérale qui consiste à détruire partout le transport ferroviaire, à généraliser le transport par route, donc à généraliser les stocks sur les routes, parce qu'il faut être just in time, et que donc il faut flexibiliser le travail, qu'ils ne pensent même pas à envisager, ou à commencer d'envisager, que pour résoudre le problème du transport terrestre de fret, on pourrait, 1, réduire la quantité de trucs qui circulent sur les routes, et 2, remplacer les camions par des trains. C'est hors de leur pensée. Deuxième exemple plus grave, sur le secteur de production d'électricité. Dans leur estimation du maximorum des réductions d'émissions réalisables d'ici 2050, ils arrivent à la conclusion qu'en 2050, on pourrait quasi totalement se passer de combustibles fossiles pour produire du courant électrique. Mais pourquoi faut-il attendre 35 ans pour ça? Pourquoi diable faut-il attendre aussi longtemps? Les technologies sont là, les capitaux disponibles sont là, le savoir scientifique, technologique est là. S'il y a une volonté politique forte de dire nous sommes confrontés à un danger majeur pour l'humanité, donc nous allons remplacer tout le secteur énergétique mondial par un secteur basé sur les renouvelables dans les 5 ans ou dans les 10 ans, on peut le faire. On peut le faire. Il y a des précédents dans l'histoire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'économie américaine a opéré une mutation complète. En 1940, la production militaire représentait 3,6% du PIB. En 1945, elle en représentait 37%. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la volonté politique de battre le nazisme pour sauver l'hégémonie de l'impérialisme américain sur la planète. Et là, pourquoi ne fait-on pas ça avec le secteur fossile, le secteur de production de l'électricité? Pour une raison bien simple, qui est que la mutation vers l'industrie militaire était en faveur du capital fossile et en faveur du capital bancaire qui finance les fossiles entre 40 et 45, tandis que le remplacement accéléré du secteur énergétique fossile par un secteur énergétique basé sur les renouvelables implique, comme je l'ai dit il y a un instant, une destruction phénoménale de capital avant rentabilisation. Voilà l'explication toute simple de cette différence. Mais donc ce serait possible. Et donc j'arrive au nœud de l'exposé. Si on veut arrêter la catastrophe climatique, on peut évidemment faire des tas de choses. On peut éteindre les lumières ici, on peut cesser d'acheter des smartphones, on peut tous acheter bio et rouler à vélo. Et il faut le faire. Je n'ai aucun mépris pour tout ça. Je crois que quand on est convaincu du danger de la situation, il faut s'engager personnellement. Mais qu'il est absolument évident que ce n'est pas par des solutions individuelles de ce genre que nous allons résoudre le problème monstrueux, énorme de la mutation du secteur énergétique. Pour ça, il faut des décisions structurelles, et les décisions structurelles appellent une réflexion politique et des décisions politiques. Il faut donc, en d'autres termes, des incursions profondes dans les règles de base du système capitaliste, les règles du profit, de la concurrence et de la croissance. Il faut changer de cadre, changer de paradigme sur ces questions, comme on dit aujourd'hui.
Et en priorité, il faut retirer le secteur de l'énergie des mains du secteur privé et retirer des mains du secteur privé la finance qui est intimement liée au secteur de l'énergie fossile. Alors on nous dit, quand nous, écosocialistes, nous avançons ces idées-là, on nous dit, mais enfin c'est complètement irréaliste, vous êtes des rêveurs. J'en appelle à votre bon sens. Est-ce qu'il est réaliste de penser qu'on va stocker tout le CO2 de la planète en l'amenant en Islande? Est-ce qu'il est réaliste de penser qu'on va remplacer les combustibles fossiles par de la biomasse quand on sait qu'il faut une superficie agraire équivalente à 15 à 20% de la superficie agricole cultivée pour arriver à un objectif valable? Est-ce que tout ça est réaliste? En réalité, la raison qui préside à ces propositions-là est une raison complètement déraisonnable et une raison qui nous amène vers des conclusions complètement folles. Le véritable problème qu'il nous faut discuter quand on discute de la crise climatique n'est pas celui des niveaux de dangerosité et des technologies, etc. Le véritable problème, il est profondément politique. Le véritable problème, c'est le fossé qui existe, ou le gouffre qui existe, entre les mesures anticapitalistes profondes qui sont objectivement nécessaires pour arrêter cette catastrophe, d'une part, et d'autre part, le niveau de conscience de la grande majorité de la population mondiale. Et pas seulement en Suisse, partout, partout, je vous rassure. Quoique, en Suisse, tout de même, solidarité, bravo. Bien. Donc c'est ça le véritable problème. Alors face à ce problème, le gouffre est tellement profond et tellement large que beaucoup de gens ne voient même pas l'autre côté possible, l'autre rive du gouffre. Beaucoup de gens n'imaginent même pas qu'on puisse sortir de cette crise dans un mieux-être, dans une meilleure existence pour la majorité sociale. Alors des gens s'approchent du bord du gouffre, regardent dans le trou, ont le vertige, ils ont la tête qui tourne et ça produit des idées complètement délirantes. Du genre, très en vogue aujourd'hui, l'effondrement est inévitable. La civilisation va disparaître. Il faut s'y résigner. Nous devons faire notre deuil. La moitié de la population mondiale va disparaître au cours des années 30 de ce siècle. L'espoir est toxique. On lit tout ça, on entend tout ça. Je trouve inquiétant et ahurissant qu'une pensée aussi fataliste ait autant de succès, et en particulier dans la jeunesse aujourd'hui, en France, en Suisse et dans mon pays, en Belgique. Ça dit quelque chose de l'état de désarroi. Un astrophysicien brillant et à la très belle chevelure a répondu récemment, et ça a fait un buzz sur Internet, que la catastrophe, qu'il n'était jamais trop tard pour lutter contre la catastrophe, et que l'ampleur de la catastrophe faisait la différence. Faisant le parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale, il a dit il y a eu 60 millions de morts. Si on avait eu 400 millions, ça aurait quand même été plus grave. Et il a conclu son exposé en disant nous devons nous soulever, nous devons envahir la sphère médiatique, nous devons harceler le politique. C'est une réponse de bon sens absolument élémentaire. Comment peut-on se résigner face à la catastrophe en disant que tout est plié et que demain nous serons dans une planète étuve où l'humanité ne pourra plus survivre? Et comment peut-on en conclure que la seule solution possible face à ça serait de fonder de petites communautés résilientes afin de préparer l'après-apocalypse? Je trouve ça complètement délirant. Ceci dit, le bon sens du brillant astrophysicien a aussi ses limites, en particulier quand il s'adresse au gouvernement en disant les gouvernements doivent nous protéger et ils doivent prendre des mesures impopulaires. Et pourquoi des mesures impopulaires? Pourquoi des mesures impopulaires? Pourquoi devons-nous, nous qui sommes conscients de la gravité de la crise climatique, nous présenter devant l'opinion publique en disant vous allez être punis pour vos péchés, pour votre péché originel, vous allez devoir faire pénitence, vous allez devoir accepter des solutions impopulaires. Pourquoi? Alors je ne nie pas que la transition à faire est tellement profonde qu'il faudra certaines mesures qui, prises isolément et présentées isolément, poseront problème à une majorité ou à des couches significatives de la population. Prenons un exemple, je pense qu'il faut rationner sévèrement le transport aérien. Il est clair que c'est quelque chose qui, si on le présente comme ça, tout seul, isolé, ne va pas vous donner une majorité aux élections. Ça, vous pouvez être certain, solidarité, n'essayez pas. Mais la conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est qu'il faut présenter un paquet de mesures
qui globalement présente une solution et qui globalement soit attractive pour la majorité sociale. Et ça, c'est possible, le nom d'un chien. Parce que revendiquer des transports publics de qualité et gratuits, c'est possible. Réduire radicalement la pollution atmosphérique dans les villes par les particules émanant de l'échappement des moteurs diesel et autres, c'est possible. Créer un secteur public de l'énergie qui isole systématiquement tous les bâtiments indépendamment de la demande solvable, c'est-à-dire indépendamment des mécanismes de marché, c'est possible, et ça réduirait de 25% les émissions de gaz à effet de serre dans les pays capitalistes développés. Généraliser partout, tout de suite, une agriculture écologique, paysanne, de proximité, qui donne une bouffe correcte aux gens en quantité suffisante, c'est possible. Simplement, il faut affronter l'agro-business. Et, par-dessus tout, réduire radicalement le temps de travail, parce que si on veut produire moins pour sauver la planète et partager plus, commençons par réduire radicalement le temps de travail, sans perte de salaire et avec embauche compensatoire, pour que tout le monde participe à l'activité, c'est possible encore. Et tous ces messages-là sont des messages qui sont susceptibles de présenter un mieux-être pour la majorité sociale, une meilleure existence que l'existence misérable, marquée au sceau de la compétition et de l'inégalité sociale et de l'injustice sociale qui est la nôtre aujourd'hui. Alors que faut-il faire? Que faut-il faire concrètement? Il faut construire un mouvement de masse. Il faut avoir l'ambition de construire un mouvement de masse à l'échelle planétaire pour la défense du climat. Encore une fois, on va me dire, oui, mais c'est pas possible. Vous n'êtes pas réaliste. Eh bien, si, c'est possible, les amis. C'est possible. Prenons des exemples historiques. Comment est-on arrivé à bannir les centrales nucléaires en Allemagne? Par la construction d'un mouvement de masse dans l'opinion publique. Un mouvement de masse qui a combiné des actions, je dirais, radicales, minoritaires, comme vous en avez connu en Suisse en 1975, d'ailleurs, quand le site d'une centrale nucléaire a été occupé pendant des années par 15 000 manifestants. C'est possible. Donc combiner des actions de pointe, des actions radicales de ce genre qui confrontent véritablement le capital fossile dans ces projets et combiner ça avec un travail de communication vers l'opinion publique pour gagner l'opinion publique, pour faire comprendre que ces combats sont des combats justes, justifiés, nécessaires et qui doivent être soutenus. Et alors on peut faire descendre des millions de gens dans la rue, et alors si on tient sur la distance, si on est déterminé et courageux, on peut gagner. Contre le fatalisme, j'aime faire référence au Seigneur des Anneaux. Parce qu'à la fin du deuxième épisode, Boromir agonisant, il faut dire il a 3 flèches dans le buffet, dit « Tout est fini, le monde des hommes va s'effondrer ». Et puis le monde des hommes ne s'effondre pas, parce que 2 petits hobbits et un vieux mage sage aux cheveux gris ont le courage et la détermination de s'opposer à la catastrophe, envers et contre tout. Ils ne se résignent pas en disant « l'espoir est toxique et tout est fichu ». Non, ils se battent. Et le mage en particulier, face au Balrog surgi du fond des temps anciens, prend son bâton magique et dit « Vous ne passerez pas ». Vous connaissez l'épisode. Nous devons nous inspirer de ce courage et de cette détermination-là pour construire ce mouvement climat à l'échelle mondiale, un mouvement qui unit des revendications sociales et des revendications écologiques. Et l'avant-garde de ce mouvement est déjà en marche. Elle est en marche à Hambach, la lutte victorieuse à Hambach. Elle est en marche avec Ende de Land. Elle est en marche à Notre-Dame-des-Landes. Elle est en marche à Standing Rock avec les Sioux. Elle est en marche avec les Indiens de Cajamarca contre la mine d'or, un combat qui se poursuit depuis des années. C'est à partir de ces luttes-là que nous devons construire une mobilisation sociale sur la durée avec le courage et la détermination du vieux, comment s'appelle-t-il déjà? Gandalf. Vive Gandalf.